Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline Capmas, journaliste, autrice et créatrice de contenu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grossophobia, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur le poids et met en lumière la grossophobie ordinaire à travers des décryptages, des interviews et des témoignages. Pour ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute, mais aussi à suivre le compte Instagram Grossophobia Podcast. Si vous aimez ces ressources, n'hésitez pas à les liker, à les commenter et à les partager autour de vous. Grossophobia. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu spécial puisque je me mets dans la peau de mes invités et c'est aujourd'hui moi qui vais être interviewée. Pour cet exercice, j'ai choisi de demander à mon conjoint, Antoine, de me poser les questions qu'il souhaitait. Bonjour Antoine. Bonjour. Peut-être pour commencer, je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites et puis ensuite, c'est toi qui prendras la main sur cette interview. Avec plaisir. Moi, je suis Antoine. Du coup, je vais 32 ans et ça va faire un peu plus de 7 ans du coup qu'on est ensemble. Et voilà, c'est un vrai plaisir en tout cas de pouvoir participer au podcast et puis essayer d'en apprendre un peu plus sur toi. C'est parti. Tu vas peut-être apprendre des choses que je ne t'ai jamais dites d'ailleurs, donc on va voir. J'appréhende un peu, mais ça va bien se passer. Allez, on commence alors. Évidemment, comme j'ai écouté tous tes épisodes précédents, on va commencer par une question que tu apprécies beaucoup, qui est si tu devais décrire ton corps en un mot, ce serait quoi ? Alors, effectivement, je ne pouvais pas y couper puisque c'est la question que je pose à tous mes invités. J'y ai pas mal réfléchi parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas. Et maintenant, je pense que j'utiliserai le mot résilient. Parce que mon corps a traversé beaucoup d'épreuves et malgré tout, il est là, il me porte, il me permet de faire toutes les activités que j'aime. Donc oui, je pense que le mot résilient convient bien. Mais résilient plutôt parce qu'il subit ou parce qu'il t'accompagne ? Alors, je dirais résilient parce qu'il a subi des choses. La résilience, c'est vraiment le fait d'être sorti plus fort d'une épreuve. Si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, évidemment, il y a eu tous les problèmes de poids, les troubles du comportement alimentaire qu'il a vécu, le fait que je l'alimentais peu, voire pas, me faire vomir. Enfin, je lui ai fait vivre des choses vraiment difficiles et pour autant, il m'accompagne toujours. Et il a vécu des choses aussi de l'extérieur, notamment des agressions. Et c'est pareil, en fait, même si ça a été difficile pour lui, et donc pour moi, il continue d'être le véhicule qui transporte mon esprit, mais même au-delà de ça, vraiment de me permettre de faire plein de choses, de marcher, de courir, de danser, de profiter de mille et une sensations, et puis de vivre, tout simplement. Ok, très bien. Pour revenir sur un sujet un peu plus global, moi, une question que je me posais, c'était vraiment, pour toi, quel a été le plus gros impact que la grossophobie a eu sur ta vie ? Peut-être que tu as même un exemple là-dessus, quelque chose qui t'aurait marqué et qui te fait dire, si la société n'était pas comme ça à l'heure actuelle, je n'aurais pas vécu ça. C'est pas facile comme question. Je dirais que la grossophobie a eu un impact sur la façon dont je vois mon corps et aussi sur la façon dont j'arrive ou pas à m'aimer. Je pense que sans la grossophobie, probablement que oui, j'aurais peut-être appris à m'aimer plus facilement, à aimer mon corps plus facilement, je lui aurais pas fait subir autant de choses. Donc oui, je dirais que la grossophobie a un impact sur l'amour de moi et l'estime de moi. Et pour être peut-être un peu plus précis, quel serait ton premier souvenir que tu as, ta première expérience où tu t'es dit, là, je rencontre quelque chose de pas forcément normal ou en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose où on me juge par rapport à mon corps. J'ai pas un souvenir très précis d'une rencontre particulière avec la grossophobie. Je dirais pas que ça s'est arrivé comme ça. Je me suis dit... cette remarque, oui, c'est vraiment discriminant. En fait, ça s'est fait vraiment de façon très progressive, un peu tout au long de mon enfance, où il y avait des petites remarques,
que je trouvais parfaitement normales à l'époque. Voilà, des réflexions qu'on me faisait quand je me resservais, quand je mangeais telle ou telle chose, voilà, on allait me faire un commentaire. Mais en fait, je trouvais ça légitime, je voyais pas vraiment le problème. J'entendais souvent cette phrase Pauline, elle est gourmande. Ça, on me le disait parfois. Je sais que ma grand-mère le disait, ma nounou aussi le disait à l'époque. Et je sais pas pourquoi, ça sonnait un peu comme une insulte. En tout cas, pour moi. Enfin, c'est comme ça que je le ressentais. C'était pas forcément dit méchamment, mais il y avait quand même une connotation un peu négative, un peu péjorative, dans le genre, Pauline, de toute façon, ouais, elle est un petit peu boulotte, mais c'est normal, elle est gourmande, hein, donc elle doit manger beaucoup de sucreries. Et en fait, en soi, maintenant, je me dis, mais est-ce que c'est mal d'être gourmande? En fait, non. Enfin, c'est un adjectif comme un autre, mais c'est vrai qu'à l'époque, je me sentais le besoin de me justifier en disant, ben non, je suis pas tant gourmande, qu'est-ce que tu racontes? Donc, ouais, c'était des petites remarques comme ça. Après, il y avait le fait aussi d'être dans un environnement où, par exemple, ma mère était très pudique. Je sais que ma mère ne supportait pas qu'on rentre dans la salle de bain si elle y était, qu'elle se changeait. Elle allait tout de suite vite fermer la porte. Il fallait pas qu'on la voie nue parce qu'elle se trouvait grosse. D'ailleurs, elle faisait beaucoup de commentaires à son égard en disant des choses vraiment dures du type non mais de toute façon moi je suis qu'une baleine alors qu'elle n'était pas si grosse que ça. Je voyais aussi mes tantes, ma grand-mère qui était toujours au régime, donc c'était pas de la grossophobie en soi, mais c'était plus un comportement comment dire, complètement ancré dans la culture des régimes. Et du coup, ça me donnait l'impression que faire toujours attention, c'était normal. Qu'être gros, c'était pas normal. Donc c'était un peu plus ça. Après, les premières choses un peu moins normales, c'est quand il a commencé à avoir les pesées des vacances. J'allais souvent en vacances chez mes grands-parents paternels. Et à chaque fois que j'arrivais, ma grand-mère, donc voilà le premier jour des vacances, donc après qu'on ait dormi, elle me disait donc le matin à jeun de retirer tous mes vêtements et puis de monter sur la balance. Et là, c'était une balance qui enregistrait le poids, donc elle enregistrait bien le poids que je faisais dans la balance. Elle allait aussi me mesurer, souvent elle calculait mon IMC comme ça. Et puis comme elle voyait que j'étais en surpoids à ce moment-là, elle avait un peu comme mission qu'elle se donnait à elle-même de me faire maigrir pendant les vacances. Et donc, à plusieurs reprises, je ne sais plus exactement si c'était 2 ou 3 fois par semaine, enfin, en tout cas, elle me pesait régulièrement pour voir justement si mon poids diminuait. Et d'ailleurs, j'ai très vite appris avec elle à compter mes calories. Et je devais avoir quoi ? Je pense que les pesées, ça a commencé autour de mes 8 ou 9 ans. J'en suis pas sûre et certaine, mais je pense que c'est dans ces eaux-là. Et donc oui, donc j'ai compté mes calories. Je sais que j'avais le droit à un nombre précis de calories par jour. Je crois que c'était 1200. Et je devais du coup noter dans un carnet tout ce que je mangeais. Ça m'arrivait aussi de peser mes aliments. Et puis du coup, comme ça, j'écrivais exactement le nombre de calories de chaque repas. Et à la fin de la journée, il fallait que ça fasse 1200. Et puis quand c'était plus les calories, à un moment, ma grand-mère, elle avait commencé à faire Weight Watchers. Et donc, elle avait acheté tous les livres de recettes Weight Watchers. Donc, on faisait beaucoup la cuisine ensemble. Par contre, ça, c'était vraiment chouette. Elle m'a vraiment donné le goût de faire la cuisine. Mais du coup, c'est vrai après, on comptait plus les calories, on comptait les points. Mais c'était sensiblement la même chose. Et puis après, ça a commencé à devenir... je sais pas, c'était de plus en plus présent, en fait. Je me rappelle de mes grands-parents qui insistaient énormément pour m'envoyer dans un collège... pour adolescents en surpoids et obèses, parce que pour eux, il fallait absolument que je perde du poids si je voulais réussir ma vie, ou en tout cas partir avec... sans ce handicap, parce qu'ils considéraient ça vraiment comme un handicap pour ma vie future. Mais voilà, donc ça, c'était à la maison, il y avait ça. Puis en parallèle, il y a eu mon père et ma mère donc se sont séparés. Et quand j'avais 12 ans, mon père est parti du coup s'installer avec donc ma belle-mère. Et là, il a commencé à avoir des remarques vraiment, pour le coup, des pics assez blessantes de la part de ma belle-mère et mes demi-sœurs. Et là, c'était vraiment pas sympa, quoi. Là, ça partait pas d'une intention de protection, parce que je sais que, par exemple, mes grands-parents, ils ont été très maladroits, mais ils voulaient vraiment le mieux pour moi. Là... C'était plus vraiment dans une intention d'humiliation, de me ridiculiser. Si je me faisais une tartine et que j'étalais un petit peu trop le Nutella dessus,
Ma belle-mère me regardait en rigolant et me demandait « Tu fais de l'enduit ?» Il y avait des petites remarques aussi, je sais pas si une de mes demi-sœurs ou un de mes frères et sœurs se resservait « Ah non mais fais attention, hein, mange pas trop, tu vas devenir gros comme Pauline ». Voilà, donc c'était des remarques un peu comme ça, pas très sympa. Et puis en parallèle, du coup, là j'étais rentrée au collège et c'est au collège aussi qu'a commencé le harcèlement et là vraiment les insultes. Et par exemple, tu parlais de ta famille tout à l'heure. Est-ce que tu sentais qu'il y avait une différence, par exemple, entre toi et d'autres membres, d'autres jeunes dans ta famille ? Oui, complètement. Alors déjà, pour faire un peu la généalogie familiale, mon père et ma mère avaient donc 2 enfants en commun, donc ma sœur et moi, avant qu'ils se séparent et puis qu'ils fassent d'autres enfants avec mon beau-père, ma belle-mère. Mais donc là, quand je parle de ma sœur, c'est vraiment la sœur avec qui j'ai grandi depuis toute petite. On n'a que 5 ans d'écart. Donc oui, avec ma sœur, on n'a pas du tout la même morphologie. Et du coup, déjà, la différence la plus notoire, c'est que on mangeait exactement la même chose à la maison. Elle ne grossissait pas. Moi, oui. Ou en tout cas, quand elle stockait, c'était un peu plus au niveau des fesses, au niveau des cuisses, ce qui est considéré un peu comme normal, harmonieux chez une femme. Alors que moi, j'ai tendance à prendre du ventre, des bras, du haut du corps en tout cas. Donc voilà, on n'est pas fait pareil. Et du coup, très vite, il y a eu forcément des différences de traitement, puisque moi, mon alimentation était contrôlée et la sienne ne l'était pas. Alors chez mes parents, on mangeait quand même pas mal la même chose, mais c'est plus, on va dire, en vacances. Donc je partais en vacances, comme je l'expliquais avant, chez mes grands-parents paternels, avec ma sœur et mes cousins. Et donc là-bas, en plus des pesées qu'il y avait pour moi et qu'il n'y avait pas pour les autres, il y avait le contrôle de l'alimentation, donc les calories, les points, comme je le disais aussi. Mais avant même qu'il y ait ça, c'était même des choses un peu plus simples qui étaient mises en place. Mais par exemple, au goûter, moi j'avais le droit à 2 tartines, les autres, ils prenaient un peu ce qu'ils voulaient. Moi, il fallait pas que je me resserve. Les autres, c'est pareil, ils pouvaient se resservir. Il y a même eu une période où je me rappelle que mon cousin, qui était très très mince, devait prendre du poids pour passer sa ceinture noire de judo. Et donc, non seulement il pouvait manger ce qu'il voulait, mais en plus, il devait manger beaucoup. Et moi, j'avais un peu cette frustration à côté parce que moi, je n'avais pas le droit, en fait. Et c'était vraiment les 2 extrêmes opposés. Mais voilà, c'est pas des choses... comment dire ? En fait, c'est des petites choses un peu qui paraissent anodines, mais moi, par exemple, une anecdote qui m'a marquée quand j'étais enfant, et probablement quand je vais le raconter, ça peut sembler comme... ça peut sembler être un enfantillage, mais moi, ça m'avait blessée. Donc, je me rappelle que ma grand-mère nous avait acheté pour nous faire plaisir un trampoline. Et donc, pendant un moment, on a tous fait du trampoline pendant les vacances, c'était chouette. Sauf que quand elle a vu que je commençais à prendre un peu de poids, d'ailleurs, je ne sais pas si je prenais effectivement du poids dans le sens où je grossissais ou si simplement je grandissais, mais en tout cas, voilà, le poids augmentait sur la balance. Et elle s'était dit que il fallait pas que je dépasse les 50 kilos. Et donc, elle m'avait dit, écoute Pauline, sur la notice du trampoline, c'est indiqué qu'il ne faut pas dépasser les 50 kilos. Si tu les dépasses, tu n'auras plus le droit d'en faire. Voilà, elle m'avait prévenue. Donc j'ai essayé de ne pas dépasser ces 50 kilos, sauf que au bout d'un moment, j'ai fini par atteindre ce poids. Ces vacances-là, ma grand-mère m'a dit « Pauline, pas de trampoline ». Donc je me suis retrouvée sur le banc à regarder mes cousins et ma sœur s'amuser, puis moi, j'avais plus le droit. Et sur le moment, j'étais triste, ouais, mais je trouvais ça normal. Je me disais, c'est de ma faute, en fait. C'est de ma faute, j'ai atteint 50 kilos, voilà, elle m'avait prévenue. Sauf qu'en fait, c'est un peu plus tard, quand mes cousins sont rentrés dans l'adolescence, et qu'ils ont probablement atteint ce poids de 50 kilos, que là, j'ai compris que ma grand-mère, elle m'avait fait du chantage à ce moment-là. Parce que mes cousins faisaient plus de 50 kilos, mais eux, ils continuaient de monter sur le trampoline. À partir de 50 kilos, moi, je pouvais plus. Eux, au-dessus de 50 kilos, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et donc là, j'ai compris vraiment que c'était un chantage qu'elle m'avait fait à l'époque pour m'inciter à perdre du poids. Et du coup, sur ce rapport-là, est-ce que tu le ressentais plus comme un traitement différent ou une injustice plutôt que des remarques, dénigrantes, par exemple ? À l'époque, j'étais juste enfant, donc je voyais pas...
Je voyais pas le côté dénigrant. Pour moi, c'était juste, j'étais la petite fille qui n'a pas la même chose que sa sœur et ses cousins. Voilà, c'était pas juste, mais je mettais pas les mots là-dessus. Maintenant, je me rends compte, en fait, avec le recul, que c'était peut-être pas normal et que ça venait de la grossophobie intériorisée de ma grand-mère, qui pensait bien faire. Hein. D'ailleurs, je veux pas du tout la blâmer. Je sais que elle voulait le mieux pour moi, mon grand-père aussi. Ils étaient inquiets. Et c'était leur façon d'essayer de m'aider. Mais c'était une façon qui était très maladroite et qui, au final, m'a fait plus de mal que de bien. Mais par contre, c'est pas du tout le même sentiment que t'as par rapport à ce que t'as vécu au collège, par exemple. Non. Au collège, c'était vraiment... Ouais, là, j'ai là, senti... pour le coup, c'était dénigrant. Oui, et j'ai senti le poids de la discrimination et des insultes. J'ai quelques souvenirs, justement, de ces insultes, de ces... agressions aussi que j'ai vécues. L'un des plus marquants, c'était quand j'étais en 5e. Alors là, à ce moment-là, tous les garçons de ma classe trouvaient très amusant de m'encercler, de se jeter sur moi et de se frotter sur moi en mimant des actes sexuels, comme un chien le ferait sur la jambe de quelqu'un, par exemple. Et je me rappelle que je me sentais tellement humiliée. Et j'essayais de les repousser, je les poussais avec mes mains, j'essayais de donner des coups de pied dans le tas, mais en fait ça les faisait vraiment beaucoup rigoler. Et puis j'avais pas du tout la force de les repousser, donc voilà. Donc ça fait partie du harcèlement que j'ai vécu. Il y a eu aussi, alors en 5e toujours, je faisais du judo à cette époque-là. Et puis dans mon cours de judo, il y avait un garçon qui, pareil, se moquait un peu de moi. Et puis un jour, on faisait un combat d'entraînement, on faisait régulièrement des petits combats comme ça. Et donc le prof m'avait mise contre lui. Et je me rappelle très bien qu'il m'a empoigné les deux seins à pleine main et il m'a poussé violemment, donc en plus il m'a fait mal. En me chuchotant à l'oreille, j'ai toujours rêvé de toucher les seins d'une grosse. Et j'avoue que ces mots, ça m'a tellement... ça m'a glacée en fait. J'ai pas su quoi dire, honnêtement. J'étais figée, j'ai même pas réagi. Sur le moment, moi, pareil, je me sentais honteuse, en fait. Je sais pas pourquoi, hein, c'est toujours les victimes qui se sentent honteuses et pas les bourreaux, mais voilà, j'avais honte, j'en ai parlé à personne. Et en plus, au poids de la grossophobie de la remarque, s'ajoutait l'agression sexuelle de m'avoir agrippé les deux seins à pleine main. Et en fait, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte beaucoup plus tard, hein, qu'en plus c'était une agression. Pour moi, c'était juste un gamin qui m'avait insulté, quoi. Et puis, des anecdotes, j'en ai plein en vrai. Je vais peut-être en raconter juste une 3e, parce que c'est pareil, quelque chose qui m'a beaucoup fait mal. Quand j'étais, donc, tout au long du collège, j'avais quand même, en 6e, 5e, 4e, pas mal d'amis, et ça me permettait de tenir et de faire face avec le harcèlement que je vivais à côté. Mais quand je suis arrivée en 3e, une des filles avec qui j'étais amie, justement, j'étais amie avec elle depuis la primaire, ça faisait très longtemps. Elle faisait partie du groupe des gens un peu populaires. Puisqu'en plus, à cette époque, j'ai toujours eu un terrible besoin que tout le monde m'aime. Et le fait d'être amie comme ça avec plusieurs filles populaires, considérées voilà, comme populaires dans la grande caste du collège, ça me faisait me sentir mieux. En fait, j'avais l'impression que j'avais plus de valeur. Et donc, voilà, j'étais restée amie avec cette fille depuis la primaire, mais on avait toujours entretenu une relation un peu toxique, où elle aimait bien avoir une emprise, en fait. Je m'en rendais pas du tout compte, hein. Je le vois maintenant avec le recul, mais bon voilà, en tout cas, c'était pas une relation très saine, certainement pas une vraie amitié. Et donc, bref, en 3e, cette fille a décidé qu'elle voulait plus me parler, qu'elle me faisait la gueule, mais vraiment sans raison, hein, juste, elle avait plus envie. Mais non seulement elle ne me parlait plus, mais elle avait décidé que plus personne dans notre grand groupe de potes n'avait le droit de me parler non plus. Donc, je me suis retrouvée seule. Du jour au lendemain, en fait, j'avais plus aucun ami. C'était mon monde qui s'écroulait. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé à prendre vraiment du poids. Et là, pour la première fois, à dépasser le seuil de l'obésité, d'un point de vue strictement médical, c'est-à-dire calculé à partir de l'IMC. Et oui, en fait, c'est ça, j'ai dû prendre 15-20 kilos pendant cette année de 3e, parce que ça n'allait pas au collège, ça n'allait pas à la maison. Souvent, on dit que le poids est associé aux émotions, là, je pense que c'en est quand même pas mal la preuve.
Et puis, pour revenir à l'anecdote, du coup, parce que là, j'ai un petit peu dérivé, la plupart de ses anciens amis, du coup, me parlaient plus, m'ignoraient. Et puis, il y en a quelques-uns qui ont commencé à faire partie de mes harceleurs. Et un en particulier, qui était... ça m'a fait d'autant plus de mal qu'on était très proches avant, et on était amis, Moi, j'avais un gros crush sur lui, et j'ai envie de croire que c'était réciproque, même si au final, j'en sais rien. En tout cas, on se taquinait beaucoup, on était un peu toujours fourrés ensemble quand on rentrait de l'école, et c'était une personne que j'appréciais vraiment. Et ce mec-là a commencé à m'insulter. Je prenais le bus scolaire pour rentrer du collège, et quand on descendait du bus dans le village, moi j'essayais de tracer ma route pour rentrer chez moi le plus rapidement possible, je mettais mes écouteurs dans mes oreilles, mais je l'entendais quand même me crier des insultes. Il m'avait donné notamment un surnom, et donc il me criait beefsteak frites. C'est comme ça qu'il m'appelait. Donc voilà, c'était « Hey, beefsteak frites !» Et voilà, la grosse, il m'appelait pour que je me retourne et que ça fasse rigoler tout le monde. Donc évidemment, je me retournais pas, je voulais pas lui donner ce plaisir. Et voilà, moi je traçais ma route le plus vite possible, et je me sentais encore une fois hyper honteuse. Et puis j'entendais ses cris derrière moi, puisque évidemment il habitait pas très loin de chez moi, donc on faisait une bonne partie du trajet ensemble. Sauf qu'après, voilà, une fois qu'il y avait plus les autres enfants finalement qui étaient autour du bus, il arrêtait, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était un peu de faire rire tout le monde. Quand il avait plus de public, ça l'intéressait plus. Pourquoi, d'après toi, ils t'ont dit ça, tu vois, c'était que des enfants, ils n'avaient pas forcément la notion, je pense, de ce qu'ils disaient, de l'impact que ça avait. Pourquoi est-ce que dans la société dans laquelle on a grandi, en fait, des personnes et des enfants en sont arrivés là, d'après toi? Alors oui, c'était des enfants, et évidemment que la responsabilité incombe à leurs parents pour la façon dont ils les ont éduqués, et à la société au sens large, parce que à force de nous montrer un modèle, un idéal à atteindre qui est la minceur, ça rentre dans la tête que si t'es gros, tu n'es pas normal et c'est de ta faute, etc., etc. Ce sont des préjugés qui sont ancrés. En revanche, ils étaient quand même bien conscients du poids des mots, et il y a des façons de dire les choses, il y a des choses qui d'ailleurs ne doivent pas du tout être dites, peu importe la façon, et quand t'insultes quelqu'un, peu importe que ce soit sur son poids, sur sa couleur de peau, sur, je sais pas, les notes qu'elle a à l'école, en fait, juste tu sais que tu le fais pour blesser la personne et que ça part d'une mauvaise intention. Donc je veux pas non plus leur trouver des excuses en disant oui, ils étaient que des enfants, parce que certes, il y a le poids de l'éducation et de la société, mais quand on dit quelque chose pour nuire, on le fait en général en toute connaissance de cause. Et alors, par exemple, qu'est-ce que tu dirais à la toi de cette époque-là qui aurait permis de t'aider à, est-ce qu'on peut dire mieux vivre, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'est-ce qui aurait pu t'aider à cette époque-là pour que ça aille mieux? Je pense de savoir que ça n'allait pas durer. Parce que moi, à cette époque-là, j'avais l'impression que ma vie, ça allait être ça tout le temps. Et que du coup, j'allais vivre un enfer tout le temps, toute ma vie. Que jamais j'aurais de copains, par exemple. Que je ferais face à des insultes, à des stigmatisations en permanence. Que je serais tout le temps à devoir faire des régimes, à faire attention. Que je ne serais acceptée que si j'étais mince. Que je n'aurais de la valeur que si j'étais mince. Et en fait, déjà, si on m'avait dit, non, t'as de la valeur comme tu es très belle comme tu es, tu peux faire plein de choses, tu n'as pas besoin d'être mince pour réussir. Déjà, ça m'aurait fait du bien. Et puis de savoir aussi que c'était passager, que les insultes comme ça, le harcèlement, parce que, mettons des mots, c'était du harcèlement scolaire que j'ai subi, ça n'allait pas durer. Ça m'aurait fait du bien de le savoir aussi. Mais à l'époque, c'était juste ma vie, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quelque chose a changé, tu vois? Tu me disais que, par exemple, c'est le temps qui a permis que ça passe, mais est-ce que c'est parce que tu as changé, par exemple, complètement d'environnement, tu t'es éloigné de ces personnes-là, ou c'est vraiment un changement de mentalité qu'il y a eu en grandissant dans les gens autour de toi? Non, c'est juste que je me suis mieux entourée, en fait. Déjà, quand je suis arrivée au lycée, j'ai eu de la chance, c'est qu'une bonne partie, voire la majorité de ces gens ne sont pas allés dans le même lycée que moi.
Et puis voilà, parmi ceux qui y allaient dans ce lycée, enfin voilà, c'était juste les personnes qui m'ignoraient. Donc j'ai eu de la chance, entre guillemets, de pas être suivie par une partie de ces personnes. Après, la seconde, c'était pas terrible non plus, hein, parce que les filles de ma classe, c'était vraiment pas cool avec moi non plus. Il y avait beaucoup de moqueries, ça avait un peu continué. Mais c'est à partir de la première où véritablement ça a changé parce que je suis tombée dans une classe super avec des gens qui, que j'ai vraiment pu considérer comme mes amis, qui juste m'aimaient pour qui j'étais. Et c'était la première fois, je pense, que ça m'arrivait. Ils regardaient pas mon poids, ils regardaient pas mon apparence physique, ils regardaient juste la fille que j'étais, la personne que j'étais, voilà, une nana sympa, qui aime bien rigoler, qui est plutôt bonne à l'école. Et en fait, c'est ça. C'est juste, je pense, de tomber sur les bonnes personnes quand j'en avais besoin. Et du coup, quelqu'un qui serait dans la même situation que ce que tu as pu être, tu vois, par exemple au collège, ce que tu dis, c'est un peu triste et en même temps, est-ce qu'on peut vraiment faire autre chose que attendre que ça passe, tu vois ? Est-ce que essayer de confronter les gens ou en tout cas s'en éloigner un maximum, c'est quelque chose qui peut marcher ou est-ce que c'est peine perdue et on change pas les gens en fait ? C'est difficile, honnêtement, je suis pas sûre d'avoir une réponse à cette question. J'ai essayé de confronter un peu ces personnes, de répliquer, mais déjà j'ai toujours été quelqu'un de gentil, peut-être un peu trop, d'ailleurs j'aime pas trop cette expression de trop gentil, on n'est pas trop gentil, mais en tout cas j'ai essayé de répliquer, mais j'avais pas forcément la bonne répartie, et donc ça a suscité encore plus finalement de moqueries derrière. J'ai essayé de me taire aussi et ça n'a pas changé grand-chose. Donc, en vrai, c'est difficile. Il y a une chose que j'ai pas essayé, hein, c'était d'en parler à des adultes. J'avais tellement honte, en fait. Je sais pas pourquoi, hein, parce que c'est pas à moi d'avoir honte. Moi, j'ai rien fait de mal. Mais je me disais que si j'en parlais à mes parents, à des professeurs, ouais, c'était un peu revivre doublement cette humiliation. Et donc j'en ai jamais parlé à personne, en fait. J'essayais juste d'avancer comme ça, mais ça allait très mal. Enfin, il y a eu vraiment des périodes où j'avais des pensées suicidaires. Enfin, c'est allé quand même assez loin. Peut-être que si j'en avais parlé, ça aurait été différent. Je sais pas. J'ai pas de réponse. Et moi, c'est quelque chose qui me touche profondément quand je vois encore aujourd'hui le harcèlement scolaire et l'impact que ça a sur certains élèves. Mais je me dis, mais comment en 2023 on en est encore là ? Et même c'est pire parce que moi, quand j'étais au collège, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quand j'arrivais chez moi, j'avais le souvenir de ce qui s'était passé dans la journée, mais ça s'arrêtait là en fait. Mais je me dis maintenant, pour les jeunes qui rentrent chez eux et puis qui se connectent sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, et voilà, et qui subissent le harcèlement encore chez eux, enfin qui pénètrent leur intimité comme ça, je sais pas, j'imagine même pas ce que c'est pour eux en fait. Et du coup, tu vois, c'est une démarche là que tu as entrepris avec ce podcast-là, par exemple, d'essayer de faire sortir ce sujet et d'en discuter. Peut-être que c'est ça qui manque aussi à cette époque-là de la vie. C'est peut-être plus de possibilités de s'identifier à des personnes qui ont vécu ça, d'en parler, d'avancer plus sur ces sujets-là pour justement au moins pouvoir extérioriser ce mal et après du coup que les gens puissent en prendre conscience et puis commencer à prendre des actions dessus. Oui, sûrement. D'ailleurs, je sais que plusieurs associations font ce travail d'aller dans des écoles et de parler de discrimination, de harcèlement scolaire et font des petits ateliers avec les élèves, leur montrent des vidéos pour les sensibiliser et je trouve que c'est un travail vraiment super et qui devrait être fait pour moi dans toutes les écoles en fait. Enfin vraiment, ça devrait juste être une obligation. Pour aller sur un autre sujet, moi je me demandais, est-ce que dans ta vie, il y a quelque chose où tu t'es empêché de le faire ou on t'a empêché, alors à part le trampoline, à cause de ton corps et de ton poids, par exemple? Oh oui, il y a beaucoup de choses que je me suis empêchée de faire à cause de mon poids. Déjà, porter certains vêtements. Il y a déjà le problème des vêtements, c'est difficile de trouver sa taille quand on fait un certain poids. Mais au-delà de ça, il y a des vêtements que je trouvais très jolis et qui m'allaient au niveau de la taille, mais je n'aurais jamais osé les porter parce que j'estimais que j'étais trop grosse pour ça. J'ai toujours adoré danser.
Et d'ailleurs, j'ai fait de la danse pendant plusieurs années. Mais ce que j'aimais, c'était vraiment même danser. Voilà, quand il y a une fête. D'ailleurs, aujourd'hui, quand il y a une fête, je suis la première à aller danser. J'adore. Mais pendant des années, je ne me suis empêchée d'aller danser quand il y avait des soirées. Je me rappelle les premières soirées avec mes potes au lycée. Ouais, c'est ça. C'était surtout au lycée. Au lycée, quand il y avait des soirées, je restais assise dans mon coin. Et puis, et ouais, j'osais pas aller danser parce que j'avais vraiment peur d'être ridicule, en fait. Et puis, maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, oh là là, mais c'est dommage, quoi, j'ai perdu des super occasions de m'amuser. Mais à ce moment-là, ouais, la peur du jugement des autres était trop forte. Donc oui, je sais pas, c'est le premier truc qui me vient, mais il doit y avoir pas mal d'autres choses encore. Et en parlant de ça, justement, tu m'as beaucoup parlé des périodes et des relations que tu as eues à ton corps, avec des périodes où tu as perdu beaucoup de poids, des périodes où tu en as repris. Est-ce que vraiment le chiffre sur la balance avait un impact sur comment toi tu te ressentais ? Et par exemple, est-ce que quand tu pesais moins, tu t'empêchais moins de faire des choses ? C'est une bonne question. Alors, c'est sûr que dans les périodes où j'ai vraiment été dans ce qu'on appelle l'obésité d'un point de vue de l'IMC, oui, c'est les périodes où je me sentais probablement, je sais pas si je dirais le moins bien dans ma peau, mais il y avait tellement d'autres choses qui n'allaient pas dans ma vie en plus, donc oui, c'est sûr que ça n'allait pas à ce moment-là. Après, quand j'ai commencé à perdre du poids, déjà quand on maigrit, on se rend pas forcément compte, parce que nous, on se voit tous les jours. Donc quand tu vas rendre visite à quelqu'un qui t'a pas vu depuis longtemps, il va te dire oh là là, dis donc qu'est-ce que t'as fondu. Mais toi en fait tu te vois tous les jours dans le miroir, donc déjà tu vois pas trop la différence. Donc c'est plus difficile de se rendre compte qu'on a maigri. Et donc dans les périodes où j'étais mince, je me voyais encore grosse. Alors évidemment je voyais que je ne pesais pas le même poids qu'avant et je voyais quand même que j'étais plus mince, mais il m'a fallu du temps avant de réaliser, je pense, le changement qui s'était opéré dans mon corps. Et il y a deux choses, en fait. Oui, évidemment, je me sentais... Enfin, évidemment, pas forcément évidemment, d'ailleurs, mais je me sentais mieux dans ma peau à ce moment-là. J'arrivais à me trouver plus jolie. Et pour autant, c'était pas assez, en fait. Il fallait... J'avais l'impression qu'il fallait que je maigrisse encore parce que moi, je voyais encore mon ventre, je voyais encore... l'excès de gras supposé sur mes cuisses. Enfin, je voyais que j'étais plus mince qu'avant, mais mon attention était focalisée sur les défauts. Quand je regardais mes photos, je me rappelle que j'ai passé un temps fou parfois à retoucher certaines photos juste parce que je trouvais que mes bras étaient trop larges, alors que mes bras étaient très bien. Hein. Mais avant de poster une photo, c'était sur Facebook à l'époque, et je diminuais un petit peu la taille de mes bras pour paraître encore plus mince. Parce que, je sais pas, j'arrivais pas à être satisfaite de ce que j'avais. Et c'est fou d'ailleurs parce que quand je regarde les photos aujourd'hui d'il y a 5 ans, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'étais bien, pourquoi j'étais pas satisfaite ? Et puis il y a 5 ans, quand je regardais les photos d'il y a 10 ans, je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que j'étais bien, pourquoi j'étais pas satisfaite ? Enfin, c'est fou en fait. J'ai l'impression vraiment que, je sais pas, on n'est jamais satisfait de notre corps. Et donc là, maintenant, quand je me regarde dans la glace, je me dis, ouais, je suis belle, je suis jolie. Et j'essaye vraiment de m'accepter comme je suis. Alors, évidemment, tous les jours, c'est pas aussi facile. Hein. Il y a des jours, clairement, je vais voir mon corps et je vais me dire, oh là là, franchement, il faudrait que je fasse un peu des efforts, là. Je me laisse aller, je me sens un peu complexée et tout. Mais ça reste... une minorité de jours maintenant. Enfin, c'est ça. Je suis assez fière de moi parce que ça s'est opéré vraiment ces derniers mois. Hein. Ça fait pas si longtemps. Mais j'arrive à me dire... que je suis bien comme je suis maintenant et que j'ai pas envie d'attendre d'être plus mince ou d'être plus ceci ou voilà pour me faire plaisir, porter les vêtements qui me font envie, manger ce que j'ai envie. Voilà, j'ai envie de vivre maintenant. Et tu vois, tu me parlais au tout début, quand je te demandais, par exemple, en un mot, comment décrire ton corps, comme quelque chose qui te permet de faire des choses. Et au final, à chaque fois que tu me parles de ton corps, tu me parles d'une image, d'un ressenti, d'un miroir qui t'est renvoyé par les autres ou par toi-même quand tu te regardes. Et
Là, je te demandais, par exemple, si tu te sentais mieux quand tu étais plus maigre. Tu m'as pas trop dit, ça me permettait de faire plus de sport, ça me permettait de moins souffler en montant les escaliers. Cet aspect utilitaire, en tout cas, disparaît complètement dans la réponse que tu viens de me donner. C'est vrai, mais c'est pas parce que je le ressentais pas. C'est juste que là, effectivement, dans la discussion, je n'y ai pas pensé. Pour autant, oui, c'est quelque chose... évidemment, j'étais moins essoufflée. En plus, à cette époque-là, j'étais particulièrement sportive, donc je faisais vraiment du sport tous les jours. J'étais très fière de ça, de ma condition physique, des muscles que j'avais pris qui me permettaient de soulever des poids plus lourds. Quand j'ai fait beaucoup d'équitation, et j'étais meilleure et puis en plus je me sentais plus légère aussi pour le cheval qui supportait mon poids, donc je trouvais ça positif. Et truc vraiment bête, mais je pense que beaucoup de personnes pourront s'identifier. Pour la première fois de ma vie, à cette époque-là, j'avais enfin les cuisses qui ne se touchaient plus en été. Ça, c'était quand même vraiment cool, parce que le frottement des cuisses en été, c'est chiant. Voilà, donc ça, il y avait plein de trucs comme ça, super cool, où je faisais de la course, j'arrivais... pour la première fois de ma vie, j'étais plus sportive que ma sœur. Enfin, il y avait vraiment... Mais j'étais encore quand même beaucoup dans la comparaison. Parce que tu vois, là, je te dis, j'étais plus sportive j'étais plus que telle personne. Et en fait, c'est ça, oui, mon corps me permettait de faire plus de choses et c'était cool. Mais pour autant, je passais quand même beaucoup de temps, je pense, à me comparer à d'autres personnes. Et du coup, est-ce que ça serait pas ça tu vois, le lien que tu as à chaque fois avec la relation avec ton corps? C'est qu'au final, soit tu te compares à toi-même, soit tu te compares aux autres, mais est-ce que c'est facile d'apprécier vraiment où est-ce que de manière objective, tu vois, où est-ce que tu en es en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose qui te satisfait, tu vois? Est-ce que tu es contente de comment tu vis avec ton corps et d'avoir des choses, tu vois, une relation peut-être en termes objectifs, je sais pas si c'est le bon mot, mais plus rationnel en tout cas sur cet aspect-là, et de sortir un peu de cet esprit de comparaison en permanence, que ce soit avec soi-même, du passé, du futur ou les autres. Ça ne permettrait pas justement d'avoir une relation un peu plus saine? Et c'est ce que tu me parlais tout à l'heure, justement, tu vois, avec le fait que de te dire et de te répéter que tu es bien dans ton corps et que tu te sens belle, permet aussi peut-être pour toi de te détacher du relationnel et des comparaisons. Oui, vraiment, aujourd'hui, j'arrive à moins me comparer. Je dis pas que je le fais plus, hein. Ce serait mentir. Bien sûr que je me compare encore à la moi d'avant ou à d'autres personnes, mais j'ai l'impression de le faire quand même vraiment moins, et puis juste de kiffer plus en fait ma vie comme elle est maintenant, dans l'instant présent, d'apprécier celle que je suis, pas par rapport à quelqu'un d'autre, mais juste celle que je suis. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui ne m'était jamais arrivé avant en fait, et que j'arrive à faire maintenant. Donc ouais, ça, il y a quelque chose qui a changé là-dessus. Pour autant, ça m'arrive encore à certains moments de me comparer à un tel, à une telle, de me dire ah ouais, mais quand même avant j'étais mieux. Enfin, oui, bien sûr que ça me traverse encore l'esprit. Mais il y a aussi ces moments où je suis juste bien. Et qu'est-ce qui fait que ça a changé? Est-ce que tu as une idée de ce qui t'a permis justement de passer peut-être cette étape, tu vois, et de changer un peu ton mindset là-dessus? Honnêtement, je sais pas s'il y a un truc en particulier. Je pense que ça a été un long travail sur moi, et ça fait 2 ans que je suis en thérapie. Pas pour ça en particulier, mais bon, évidemment, forcément, l'image que j'ai de moi est abordée au fil des séances. Oui, je pense que le fait de travailler comme ça sur moi en thérapie, ça m'a profondément aidée. J'essaye aussi J'ai complètement changé les abonnements que j'ai sur Instagram, par exemple. Avant, je suivais des nanas hyper fit, qui mettaient en avant tout le sport qu'elles faisaient, etc. Maintenant, j'essaye d'avoir une diversité de corps qui est représentée sur mon Insta.
Et du coup, je vois des nanas minces, des nanas rondes, des nanas vraiment très grosses, qui font du sport, qui font pas de sport, qui mangent sain, qui mangent pas sain, peu importe. Vraiment une diversité de profils pour voir que tous les corps existent. Et en fait, déjà, en étant confronté à différents types d'images et de corps, et ben, en fait, le nôtre, il paraît moins hors norme, quoi. On se dit juste, ben oui, on est un corps parmi tant d'autres qui existent et il y a tellement de personnes différentes. Et donc oui, c'est ça, c'est regarder d'autres corps et puis arriver à voir la beauté dans d'autres corps, ça aide aussi à voir la beauté dans le sien, je trouve. Après, voilà, donc il y a ça, il y a la thérapie, il y a, puisqu'on est dans le moment confession, il y a plusieurs mois de ça, l'année dernière, fin d'année dernière, début de l'année, j'ai fait une dépression. Ça a été assez difficile et pour aller mieux, j'ai commencé à suivre un traitement antidépresseur. Et honnêtement, ben, ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment aussi. Et je suis passée d'une étape où vraiment il y avait rien qui allait dans ma vie, plus rien n'avait de sens. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bah, désolée, mais j'arrivais pas à me rappeler la dernière fois où j'avais été heureuse. Enfin, vraiment, j'avais beaucoup d'idées noires. Et en fait, la thérapeute que je voyais m'a dit, écoute là, je pense que la thérapie seule ne suffit pas. Peut-être que je devrais aller voir un médecin et discuter d'un traitement médicamenteux. Moi, ça m'a fait très peur. Je n'avais pas du tout envie de prendre de médicaments parce que, évidemment, j'avais sûrement beaucoup d'a priori, de préjugés là-dessus. Et puis, j'ai quand même été voir un médecin parce que je me suis dit, ça n'engage à rien. Et la médecin était vraiment super. Elle a vraiment pris le temps de tout m'expliquer, de me rassurer, de me dire que les antidépresseurs, contrairement aux anxiolytiques, n'engendrent pas de dépendance, qu'on commencerait avec un dosage très très bas pour voir s'il y avait des effets secondaires, pour voir si je tolérais bien le traitement. Donc vraiment, on a pris le temps. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, que si ça ne fonctionnait pas, on pouvait tester autre chose. Donc j'ai accepté. Et en fait, tout a été très bien. J'ai très bien toléré le médicament. Alors, je dis pas que c'est miraculeux et que ça fonctionnera pour tout le monde. Hein. Je suis pas du tout en train de faire une pub pour les antidépresseurs, mais je dis que moi, ça m'a aidé en fait. Et je pense qu'il y a un tabou autour de ça, mais qu'il faut pas non plus avoir honte d'en parler. Donc oui, je me suis fait aider par traitement et je continue la thérapie à côté. Voilà, ça m'a aidé à ne plus avoir ces idées très sombres, à voir la vie d'un côté un peu plus positif, à voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Et le travail, après, je l'ai fait moi, de mon côté. Mais disons que ça m'a donné un petit coup de pouce pour remonter la pente et pour être un peu moins négative. Et je pense, ça a aidé un peu aussi dans la façon dont je me perçois. Mais tu parlais de ça, mais c'est aussi, je pense, important de le rappeler, que c'était un tout. C'est pas que l'image de ton corps qui a fait que tu en es arrivé là. Ah non, ça n'avait rien à voir. Voilà, tu ne prends pas, tu n'as pas pris ce traitement-là parce que tu te sentais trop mal dans ton corps. Non. C'est une période où oui, je me sentais mal dans mon corps, mais ça n'avait rien à voir. J'avais d'ailleurs pris du poids, mais à cause de la dépression. Mais ce n'était pas pour ça que je me sentais mal. Non, il y avait plein de facteurs qui faisaient que ça n'allait pas, notamment 2 agressions sexuelles que j'ai subies il y a plusieurs années de ça, et qui depuis en fait, je traînais un mal-être qui ne faisait que s'accentuer, et j'arrivais pas à m'en sortir en fait. Donc non, ça n'a rien à voir avec le corps, mais à cause de mon mal-être, j'avais une image très négative de mon corps. Et du coup, tu me parlais tout à l'heure de la partie image du corps des femmes qui est remontée, tu vois, qui est montrée en permanence justement par les médias, les réseaux sociaux, les choses comme ça. C'est quelque chose que je me demandais, toi, ton ressenti par rapport à ça, en sachant quand même que tu travailles et que tu as beaucoup travaillé dans ce domaine-là, presse féminine. Quel est ton ressenti là-dessus, en plus de quelqu'un qui le voit de l'intérieur? Est-ce que c'est quelque chose
que tu sens qui est voulu? Est-ce que c'est un serpent qui se mord la queue, par exemple, puisque le public veut ce type de sujet des marronniers de l'été, entre le régime pour rentrer dans son maillot, et donc du coup les médias continuent de travailler là-dessus, et ça, c'est le serpent qui se mord la queue, ou est-ce qu'il y a plus une volonté globale de ne pas changer les choses? J'ai pas toutes les réponses, mais je pense qu'il y a une peur de la part de certains médias, surtout les médias traditionnels, vraiment les mastodontes de la presse féminine, qui ont déjà une réputation bien établie. Je pense que c'est difficile pour eux de changer parce qu'il y a la peur que ça ne fonctionne plus. D'autant que la presse traverse quand même une mauvaise passe en ce moment. Et donc, c'est d'autant plus difficile de tester des choses. Et moi, ça a été vraiment quelque chose qui a été assez difficile pour moi parce que quand je travaillais du coup dans un grand média féminin, j'ai essayé, même à l'époque j'étais en stage quand j'ai commencé, et déjà à ce moment-là, on devait être en 2013, 2014, enfin dans ces eaux-là, j'ai essayé de faire passer des sujets un peu body positive. Ça commençait à émerger, ce genre de sujet, mais c'était pas du tout la tendance. Et la plupart de ces sujets que je proposais étaient retoqués. On me disait non, mais ça va pas marcher en fait. Donc voilà, ils préféraient pas trop se mouiller. Et puis de temps en temps, pour me faire plaisir, en tout cas j'avais le sentiment que c'était pour me faire plaisir, ma maître de stage m'accordait un ou deux de ces sujets. Elle me disait bon bah là oui, tu peux interviewer telle personne. Donc je me rappelle, j'avais interviewé, je sais plus son nom, mais une des premières mannequins grande taille à avoir été connue en France. J'avais fait quelques sujets comme ça, un peu sur le body positive, l'acceptation de soi, mais c'était un sujet parmi 10 sujets minceurs, nos conseils pour rentrer dans son maillot en été, les exercices du coach de sport pour avoir des cuisses plus fermes, enfin ce genre de choses. Et du coup, ouais, c'était... d'un côté, voilà, moi j'étais toute jeune, je voulais commencer ma carrière de journaliste et je faisais en fait ce qu'on me disait de faire. Moi j'étais qu'une stagiaire et j'avais juste envie de percer dans le milieu. Pour autant, voilà, je sentais que quelque chose me mettait pas tout à fait à l'aise. Et d'un autre côté, à ce moment-là, j'étais aussi tellement à fond, moi-même dans les régimes, que ça me gênait pas de tester tous les régimes à la mode, parce que je faisais beaucoup de sujets, j'ai testé pour vous. Et donc, j'ai testé la monodiète de pommes, j'ai testé le jeûne intermittent, j'ai testé la chrononutrition. J'ai testé plein de trucs, et du coup, c'était une cata, parce qu'après, mon poids a fait le yo-yo, j'ai perdu, repris. Enfin, c'était vraiment pas du tout ça, parce que évidemment, je testais le truc pendant une semaine pour l'article, puis ensuite j'arrêtais, puis je retestais autre chose. Mais ouais, j'étais un peu partagée entre un malaise de participer un petit peu à ce phénomène-là, et puis d'un autre côté, j'étais un peu engluée dans ce truc, et c'était un peu normal. Mais je pense qu'on s'éloigne un peu de la question. Ta question, c'était qu'est-ce qui explique, c'est ça ? Bah, ça aussi, mais tu me parlais tout à l'heure, tu vois, du fait que tu as changé pas mal d'abonnements sur tes réseaux sociaux. Au final, le sujet et l'ambiance, de ce que je comprends, reste la même on va dire, dans le mainstream. Oui. C'est-à-dire que tu lises de la presse féminine ou que tu regardes les comptes tendances sur les réseaux sociaux, on retrouve la même ambiance. Après, l'avantage peut-être des réseaux sociaux, c'est que tu peux choisir ce que tu as envie de regarder. Et si tu as envie d'aller chercher des choses un peu plus, on va dire, pas forcément niche, mais où il y a moins d'audience, mais peut-être un avis plus varié, et une image mieux véhiculée ou meilleure, tu as le choix de le faire. Mais alors du coup, pourquoi pour toi, dans, on va dire, ce qui est le courant et le mass média, on retrouve justement cette ambiance et ce cercle vicieux sur l'image du corps des femmes? Alors déjà, tu dis on peut choisir sur les réseaux sociaux, oui, dans une certaine mesure, mais il y a quand même l'algorithme qui va nous pousser des choses similaires à ce qu'on a déjà regardé. Tout comme dans la presse, on peut choisir. On peut choisir quel type de médias on lit, quel type de médias on ne lit pas. Est-ce qu'on retrouve par exemple des médias qui portent une autre image ? C'est intéressant. De plus en plus, il y a certains médias qui sont des médias plus féministes ou orientés vers le bien-être, le naturel, le feel-good, et qui du coup
sont plus inclusifs, prônent plus de diversité, et ça, je trouve que c'est chouette. Mais du coup, effectivement, ce sont des nouveaux médias, ou en tout cas, bon, il y en a certains qui ont déjà plusieurs années, hein, mais sont des médias plus récents que les gros mastodontes de la presse. Après, dans les médias qui sont un peu plus établis, il y a un double mouvement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une continuité, on continue à retrouver tous les étés les régimes pour le bikini body, etc. À côté de ça, on a quand même plus d'articles sur la diversité, donc il y a quand même un changement qui s'opère. Il y a un changement qui s'opère parce que avant, il y avait 0 article là-dessus. Maintenant, il y en a quelques-uns quand même. Donc, c'est sûr que c'est pas assez rapide, c'est pas assez tout court, mais il y a quand même un changement. Après, bien sûr, voilà, on pourra rétorquer que est-ce que c'est parce que c'est ça qui plaît aujourd'hui, c'est pour être apprécié par plus de gens, peut-être. Hein. C'est le but d'un média quand même. C'est un moment, c'est de vendre. Voilà, c'était justement là où je voulais en venir, c'est que un média, il veut vendre ses articles, il veut vendre ses magazines, il veut vendre ses pubs. Alors déjà, dans les pubs, il y a beaucoup d'annonceurs qui sont des annonceurs de la mode, de l'industrie cosméto-pharmaceutique, et donc qui ont tout intérêt à ce qu'on vende aussi leur dernier régime. Hein. Donc il y a une question des annonceurs qui payent pour avoir leur pub, et c'est ça qui fait vivre la presse aujourd'hui, parce que il faut bien payer les journalistes qui sont derrière, il faut payer l'équipe, toute l'équipe qui travaille en fait. Et ensuite, il y a peut-être aussi une frilosité de la part des rédacteurs en chef, parce qu'ils ont peut-être peur que si on ne suit pas ces fameux marronniers qui ont le mérite de marcher, en fait, c'est triste, hein, mais les derniers régimes à la mode, et ça fonctionne, ça fait vendre. Donc, je peux comprendre aussi cette crainte de faire moins de ventes si on fait plus ça. Après, c'est sûr que moi, évidemment, je considère qu'il faut prendre ce risque. Et moi, je suis sûre d'ailleurs que ça cartonnerait, hein, qu'il y aurait sûrement plus de gens qui se sentiraient représentés et qui voudraient lire ces magazines. Mais c'est sûr qu'à un moment, il faut oser et franchir cette étape, sauter le pas. Pour l'instant, c'est pas encore fait partout. Ok. Moi, j'arrive un peu au bout de ce que je voulais discuter avec toi. Je sais pas si toi, tu avais d'autres sujets ou des choses que tu voulais aborder. N'hésite pas, en tout cas, ça reste ton podcast, donc tu peux encore choisir des sujets que tu veux discuter. Ouais, il y a un sujet qu'on n'a pas trop abordé, c'est la grossophobie au travail. Et ça, pour le coup, je l'ai vécu, et je trouve que c'est intéressant d'en parler. J'ai beaucoup parlé de la période où j'étais adolescente, parce que c'était la période où j'étais la plus grosse, hein, tout simplement. Pour autant, dans le monde du travail, j'étais pas... Évidemment, chacun mettra son curseur où il veut, mais en tout cas, je ne considère pas que j'étais grosse. J'étais un peu ronde, mais certainement pas grosse. Pour autant, j'ai vécu de la grossophobie. Juste pour peut-être remettre en contexte et faire un lien avec ce qu'on discutait juste avant, est-ce que tu peux dire un petit peu quel est ton parcours, dans quoi tu as travaillé, pour que les gens puissent peut-être faire le lien avec ce qu'on discutait avant? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait donc prépa littéraire, école de commerce. Et ensuite, je suis rentrée tout de suite dans le monde du journalisme. J'ai fait mes stages essentiellement dans la presse féminine. Pas que, mais en tout cas, une bonne partie dans la presse féminine. Et puis, quand j'ai été diplômée, j'ai été recrutée par justement le magazine féminin dans lequel j'avais fait mes stages. Mais c'était un CDD, donc quand mon CDD s'est terminé, j'ai été embauchée par un média sur l'entrepreneuriat. Et ensuite, alors là, ça s'est pas super bien passé. J'y suis restée que 8 mois. Hein. J'ai fait un burn-out. Je suis restée d'octobre à août, donc 9 mois. Mais oui, donc ça se terminait en burn-out, ça n'allait pas du tout. Et après ça, j'ai travaillé plusieurs années dans la presse santé, donc dans un média santé. Et là, aujourd'hui, je me suis lancée en journaliste pigiste, donc en freelance. Et je travaille pour différents médias, essentiellement de la presse santé, mais aussi quelques féminins. Et puis, j'ai travaillé beaucoup aussi pour de la presse un peu plus féministe, spirituelle, éco-spirituelle, voilà. Peut-être pour faire le lien, du coup, est-ce que tu penses que c'est plus spécifique, en tout cas, par rapport au domaine que tu as travaillé, où tu as été jugé sur ton corps
parce que justement c'est des sujets qui reviennent souvent, ou est-ce que c'est quelque chose aussi peut-être de plus large et qu'au final, peu importe le domaine dans lequel on travaille, c'est quelque chose où on risque d'être exposé dans sa vie quand on est considéré par les autres comme ronde? Alors, je pense que ça peut arriver dans n'importe quel domaine. Il y a des études qui ont été faites, j'ai plus les chiffres exacts, mais je vais faire un épisode de toute façon là-dessus, qui montre que une personne grosse a beaucoup plus de chances d'être discriminée à l'embauche qu'une personne mince pour un CV complètement équivalent. Il y a eu des tests qui ont été faits. Après, moi, mon expérience, c'est sûr que je peux surtout parler du journalisme. Après, j'ai travaillé un peu aussi en agence de com, mais... Après, contre toute attente, c'est pas dans la presse féminine que j'ai vécu le plus de discrimination. Au contraire, moi, c'était une ambiance... j'étais très bien dans la boîte où je travaillais. Vraiment, j'étais super épanouie. Il y a juste eu, à un moment, quand j'étais en stage, mais là, c'était juste maladroit. C'était pas du tout une discrimination. Je me rappelle de ma maître de stage à l'époque qui, elle-même, était très complexée par son poids, alors qu'elle était... très mince, il n'y avait pas du tout... Enfin, elle se trouvait très grosse alors qu'elle ne l'était pas. Et donc, elle était tout le temps en train de se comparer aux autres nanas de son bureau. Oh là là, mais dis donc, qu'est-ce que t'as minci, t'as les cuisses si fines, j'aimerais bien avoir tes cuisses. Enfin, c'était un peu ça. Et du coup, si elle-même se trouvait grosse alors qu'elle était très mince, moi, forcément, qui était un petit peu ronde, oui, je devais paraître énorme à ses yeux, probablement. Et donc, un jour, elle m'avait laissé... on recevait beaucoup de cadeaux presse, et notamment des livres. Donc là, je travaillais en rubrique bien-être et minceur. Je pense que ça n'aide pas d'ailleurs à se sentir bien dans sa peau quand on travaille en rubrique minceur. Mais elle avait laissé sur mon bureau un livre intitulé « Les hommes préfèrent les rondes » avec un petit post-it « Tiens, je pense que ça pourrait te plaire ». Et je pense vraiment que ça partait d'une super intention, parce que c'était une nana vraiment très gentille, je m'entendais très bien avec elle, je m'entends d'ailleurs toujours très bien avec elle. Mais sur le moment, voilà, je pense qu'elle a vraiment voulu me faire plaisir, mais moi, ça m'a vexée, enfin, ça m'a même blessée, en fait, parce que je me suis dit, ah bon en fait, voilà, à ce moment-là, je me trouvais quand même bien. Et je me dis, ah bon, je suis peut-être plus ronde que ce que je pense. Oh là là, mince. C'était un moment où j'étais encore pas super bien dans ma peau, donc forcément, oui, ça a eu un impact. Je me suis dit, merde, est-ce qu'il faudrait pas que je refasse attention ? Et voilà, et avec le recul, je me rends compte évidemment que c'était pas du tout méchant, ça partait pas du tout d'une mauvaise intention, mais moi, ça m'a blessée. Mais c'était pas ça, voilà, quand je disais discrimination au travail, etc., c'était pas du tout à ça que je pensais, mais ça, c'est une anecdote quand même, je voulais en parler parce que ça m'avait quand même blessée, et c'est pour aussi insister sur le fait que parfois on peut être maladroit et blesser des gens, et que voilà, il faut quand même faire un peu attention aux mots qu'on emploie. Non, là où j'ai vraiment vécu des choses que j'ai trouvées pas cool, c'était donc dans la boîte, donc le média entrepreneurial dans lequel je travaillais, où je suis pas du coup restée très longtemps. Donc là, il fallait que je fasse des vidéos. Je faisais des interviews filmées, on faisait des Facebook Live, ce genre de choses. Donc, pour la première fois de ma vie, je passais devant la caméra. Moi, je n'étais pas du tout habituée à ça. J'ai toujours fait de la presse écrite, sur le papier et sur le web. Mais jamais j'ai été filmée pour faire mes interviews. Et c'est un exercice qui me mettait profondément mal à l'aise. Mais je faisais l'exercice parce que c'était mon travail, et voilà, j'ai toujours eu à cœur de bien faire mon travail. Donc voilà, je participais, j'ai fait plusieurs interviews, et en fait, il y avait des plateaux télé où il y avait donc mon manager, ma collègue journaliste et moi, et on était 3 co-animateurs, et puis on faisait venir des entrepreneurs, on leur faisait faire des jeux, on les interviewait, on échangeait avec eux, ça devait être un petit peu, voilà... une émission un peu sympa, et en même temps voilà, pour mettre en avant les entrepreneurs et puis ce qu'ils avaient accompli. Et à la fin de ma première émission, parce que j'en ai fait plusieurs comme ça, on a fait un débrief avec mon manager, ce que je trouvais tout à fait normal puisque c'était un exercice qui était nouveau pour moi, donc c'était normal de débriefer sur ce qui allait, ce qui allait pas. Et en fait, lui, ce qui l'avait dérangé, c'est que je n'étais pas très extravertie, à faire des blagues, à faire... Parce qu'en fait, voilà, pour remettre dans le contexte, ma co-journaliste, elle était très très à l'aise devant les caméras. Elle avait l'habitude, ça faisait aussi plusieurs années qu'elle était dans la boîte. Et
Et elle faisait tout le temps des blagues, elle était très punchy, très dynamique, très rigolote. Et en fait, mon manager attendait de moi que je sois la même personne, alors que moi, je suis quelqu'un de plus réservé, de plus sérieux. Mais ça n'empêche que pour moi, ça apportait quand même une valeur ajoutée, puisque il pouvait y avoir la personne qui apporte un peu le fun, le rigolo, et puis moi qui allais poser des questions plus sérieuses. Et pour moi, ça pouvait complètement coexister. Mais lui, il est parti du principe que si je n'étais pas fun, rigolote et à faire plein de blagues pendant l'interview, c'était que forcément, c'est parce que je me sentais mal dans ma peau et que c'est pour ça que je n'y arrivais pas. Alors que ça n'avait pour le coup rien à voir. C'est juste que ce n'est pas ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est plutôt... ça n'empêche que j'aime beaucoup rire avec mes potes. Ça n'empêche pas, mais... Ma personnalité dans le travail, c'est quand même plus d'être sur la réserve, un peu sérieuse. Et voilà, lui est parti du principe que c'est forcément parce que j'étais mal dans ma peau. Et donc, il m'a regardé, il m'a dit « Mais tu sais, Pauline, mais il y a des tas de journalistes rondes qui réussissent. Alors, tu pourrais complètement y arriver. » Et là, j'ai été en fait sidérée. Je lui ai dit « Mais quel est le rapport ?» C'est-à-dire qu'à aucun moment, je n'avais parlé de mon poids. À aucun moment, je ne lui avais dit je me sens pas à l'aise parce que je suis ronde et que du coup, voilà. Non, vraiment, ça n'avait rien à voir. Et en fait, lui, il est tout de suite parti du principe que comme j'étais un peu ronde, je devais être très mal dans ma peau et donc c'est pour ça que j'étais pas rigolote, quoi. Et pour le coup, ça m'a vraiment affectée, quoi. Et en fait, après ça, clairement, j'ai fait un régime et j'ai perdu 5 kilos. Est-ce que ça a marché, du coup ? T'étais plus rigolote après ? Absolument pas. Non, vraiment. Puis, alors après ça, on avait fait un autre débrief pour une autre émission où j'avais quand même essayé d'être, plus punchy. Je sais pas ce que ça avait donné, mais bref. Bon, l'émission s'était très bien passée. Et d'ailleurs, il m'avait dit, oui, c'était super, vraiment, très bien. Par contre, tu pourrais pas faire quelque chose pour tes cheveux ? Et alors là, je lui ai dit, qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux ? Et je lui ai dit, ils sont un peu bouclés et tout, c'est leur nature. Et là, il me regarde, il fait, non, tes cheveux, ils sont pas bouclés, hein, ils sont ébouriffés. Et donc, dès le lendemain, et à chaque fois qu'on avait du coup des interviews et tout, j'ai commencé à me lisser les cheveux. Et en fait, vraiment, petit à petit, je commençais à être complètement une autre personne pour faire ce job, où j'avais perdu 5 kilos, je me lissais les cheveux à chaque fois qu'il y avait une émission, Puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Et encore, je me suis dit, c'est pas possible. Non, il a fallu que je n'aille vraiment pas bien, que mon dos se bloque, que je n'arrive plus à marcher, pour me rendre compte quand même que ça n'allait pas, en fait. Et ouais, non, j'ai bien fait de partir de cet endroit. Mais du coup, c'est marrant parce que au final, tu étais jugé sur ton corps, tu ne t'en rendais pas compte, forcément, en tout cas, ou tu faisais des efforts pour ça, et c'est ton corps qui t'a rappelé que tu n'allais pas bien dans ta tête. C'est ça. Après, tu vois, je comprends, hein, c'est un métier d'image, le journalisme, ok. Mais tu sais, si j'avais pas fait d'efforts par ailleurs, genre, si j'étais arrivée complètement débraillée sur le plateau ou même en jogging, mais c'était pas le cas. C'est-à-dire que je faisais toujours attention, je mettais toujours une petite robe, je me maquillais pour passer à l'écran. Après, voilà, là, la critique, elle était vraiment sur la personne que j'étais, c'est-à-dire le fait que j'ai des cheveux bouclés, le fait que j'ai des formes. Dans ces cas-là, pourquoi m'avoir recrutée au départ, quoi. Et oui, puis ouais, c'est effectivement mon corps qui m'a rappelé que ça n'allait pas. Et quand j'ai pas pu marcher pendant une semaine parce que mon dos était bloqué, là, je me suis dit... Et encore, hein, sur le moment, j'ai même pas fait le lien. Je me suis juste dit, ça doit être parce que j'ai repris l'équitation. Et puis, à ce moment-là, je faisais de l'EMDR pour autre chose. Du coup, pour justement les agressions dont je parlais tout à l'heure. C'est d'ailleurs grâce à l'EMDR que j'arrive à en parler aujourd'hui. Parce que pendant des années, j'ai pas pu en parler. Et l'EMDR, ça m'a permis de mettre vraiment à distance. Alors, c'est très bizarre parce que du coup, des fois, j'en parle un peu comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Tu vois, ça m'a un peu dissociée. Mais bon, en tout cas... Sur le moment, je pense que j'avais besoin, tu vois, de mettre ça à distance. Et donc, je voyais cette psy pour ça. Et c'est elle, en fait, qui m'a dit, mais en fait, dans ton travail, ça va pas du tout, quoi. Genre, parce que, je sais pas, à un moment, j'ai dû lui en parler parce que ça n'allait pas, parce que j'avais passé une sale journée. Et c'est elle, vraiment, qui a mis les mots de burn-out, qui m'a dit que, c'était pas possible, en fait, qu'il fallait que j'essaye de partir. Et qui m'a encouragée à demander une rupture conventionnelle et à quitter cet emploi, ouais. Ok, est-ce que tu as d'autres choses que tu veux aborder ? Je pense qu'on a fait un bon tour quand même, hein. Donc, si tu veux, on peut clore cet épisode un petit peu spécial. Avec plaisir. Moi, c'était vraiment un plaisir, en tout cas, de
de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir discuter. Et puis j'espère en tout cas que tout le monde aura pu en apprendre un peu plus, s'identifier peut-être à toi sur certains points et puis essayer au moins d'aller peut-être trouver des choses qui vont résonner en eux pour pouvoir mieux s'accepter, pour pouvoir peut-être progresser ou au moins réfléchir sur leur rapport au corps. Ben, j'espère aussi. J'ai l'impression d'être un peu partie dans tous les sens à certains moments. Donc j'espère que c'est pas trop confus, que je suis pas trop sortie du sujet non plus. Et puis que ça pourrait être utile à quelques personnes. Ouais. Si vous avez de toute façon des choses à dire, n'hésitez pas à contacter sur ton adresse mail pour pour envoyer des commentaires ou même des questions après derrière. Très bonne idée. Petit instant promo, vous pouvez me contacter sur Instagram, grossophobia_podcast, et aussi sur mon adresse mail, grossophobia.podcast@gmail.com. Parfait. Et du coup, une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous écoutez. À tous ceux qui nous ont écoutés et qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode, puisque ça va faire un bon moment qu'on discute. Ouais, ça fait 1 heure. Et puis peut-être à une prochaine fois. Merci beaucoup, Antoine. Vous venez d'écouter le 6e épisode du podcast Grossophobia. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. À bientôt!